Bonjour, moi c'est Émilie Brigand. Moi, c'est Adeline Gaden. On est toutes les deux journalistes, passionnées entre autres par la psychologie et par la méditation. Et les podcasts. Et les podcasts. Et notre rencontre avec David Sorin, d'abord en tant qu'homme, puis en tant qu'enseignant en méditation, nous a interrogés, scotchés. Le mec est tellement serein, sympa, drôle, humble, ancré. T'es à côté de lui, t'es apaisé, t'as l'impression qu'il te donne de la lumière. T'as l'impression que t'es assise devant la mer. Alors il fallait qu'on le fasse parler pour percer son mystère. Or, on a découvert qu'il partait de très loin. Il était loin d'avoir les meilleures cartes en main. Abandonné par sa mère, puis adopté, mais confronté à la violence dans son nouveau foyer, on s'est dit que ce parcours semé d'embûches et qui pourtant l'a conduit à une si grande sérénité, méritait d'être raconté. Alors aujourd'hui, on est tous les trois fiers de vous proposer Juste assis devant la mer. Dans chaque podcast, Un bout d'histoire, plus un enseignement sur la psychologie bouddhiste et une pratique de méditation guidée. Je souhaite que ça soit inspirant pour vous. c'est si bien dit. Nous allons parler, dans ce premier épisode de la série de podcasts Juste assis devant la mer, d'une blessure dont beaucoup d'entre nous souffrent, la blessure d'abandon. Elle prend généralement sa source dans l'enfance, comme dans l'itinéraire de David. Je m'appelle David Sorin, je suis thérapeute par la méditation et prof de méditation. J'aime m'asseoir devant la mer, juste contempler les vagues, les bateaux, les nuages. J'aime méditer, j'aime les rivières, les oiseaux, les arbres. J'aime les gens. Ça y est, on a posé l'ambiance. Cette identité, David Sorin, c'est celle que vous avez eue à la naissance ? Non, quand je suis né, je m'appelais Michel Deslandes. Je suis né au Canada, à Montréal, en 1968. Vraisemblablement, ma mère m'a confié à une famille d'accueil juste après ma naissance. Et puis j'ai attendu dans la solitude jusqu'à 3 ans et demi qu'on veuille bien m'adopter. Et c'est là que j'ai débarqué en France. Et vous avez des souvenirs de cette toute petite enfance, avant 3 ans et demi ? Des souvenirs précis ? Aujourd'hui encore, je me souviens de certaines situations précises. Vous n'avez pas de souvenirs d'orphelinat ? J'ai uniquement le souvenir d'une famille d'accueil. Comme je me sentais très seul, j'avais l'impression de vivre dans un placard noir, étant tout petit. Vous attendiez des visites, vous attendiez des cadeaux, vous attendiez des choses ou vous étiez déjà dans le moment présent ? Alors j'attendais beaucoup. Les principaux souvenirs que j'ai, c'est d'attendre dans la cuisine, dans laquelle je n'avais pas de jouets, pas de distraction d'enfants. Je ne côtoyais aucun autre enfant. Il y avait simplement une dame qui était là comme pour me garder un peu. Et je m'asseyais dans la cuisine, c'est le souvenir que j'en ai, et j'attendais ma mère. On vous avait dit qu'elle reviendrait ? On m'avait dit probablement qu'elle reviendrait puisque je passais mon temps à l'attendre, à regarder la porte de la cuisine et à regarder le plafond, puisqu'il y avait une sorte de superstition étrange qui disait que quand les mouches marchaient au plafond, alors la visite allait venir. Donc j'attendais la visite, c'est ça. Vous avez eu des visites ? Je ne peux pas le dire vraiment, je ne peux pas l'affirmer, les souvenirs sont trop vagues, mais je sais que de temps en temps, ma mère naturelle me rendait visite. Dans mon souvenir, elle ne disait rien, elle ne m'adressait aucune parole, elle me prenait par la main et on allait acheter peut-être des médicaments ou des vêtements, j'en sais rien. Et voilà, elle me prenait, elle m'emmenait, elle me ramenait, elle me posait là. Je l'attendais jusqu'à la prochaine visite. Vous avez un souvenir précis de son visage ? De Oui. sa voix ? De sa voix, non. Mais de son visage, oui. Et ce qui est étonnant, c'est que ma mère adoptive lui ressemblait physiquement. Si bien que quand j'ai vu arriver ma mère adoptive, je lui ai sauté dans les bras en lui disant « maman ».
ce qui a été très émouvant pour elle. Elle en a pleuré. Et j'ai pas eu l'impression d'être adopté finalement. J'ai eu l'impression que c'était un peu la même personne. C'est merveilleux. Mais cette mère adoptive, quand elle est arrivée, elle vous a appelé David et pas Michel. Oui, c'était mon deuxième prénom. Et je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Ah oui, parce qu'il y avait déjà un Michel dans la famille. Ah. C'est ce qu'elle m'avait dit. J'ai un cousin qui s'appelle Michel. Et puis elle préférait peut-être David. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et votre père biologique, vous l'avez connu, attendu, espéré? Je ne l'ai jamais connu autrement que sur le papier. Voilà, je sais que c'était un homme grand, qui était policier, et que ma mère naturelle le trouvait très beau. C'est ce qu'elle a écrit. C'est ce qu'elle a écrit dans les registres de la société d'adoption là-bas à Montréal. J'en sais pas plus. Bon, c'est beau. Oui. Alors, voilà. Mais peut-être insuffisant. Oui, mais ça m'a laissé espérer à certains moments que j'étais né d'un moment d'amour. Et ça change beaucoup de choses pour un enfant adopté, d'avoir l'impression d'être né d'un moment d'amour. Le sentiment d'abandon, vous l'avez ressenti ou pas? Parce que finalement, vous avez été abandonné tellement petit. Non, il y avait quand même un sentiment d'abandon, parce qu'il y avait des séparations successives, il y avait une incompréhension de ce qui se passait. Alors évidemment, je ne savais pas ce que ça voulait dire d'avoir des parents, d'avoir des jouets, d'avoir des frères et sœurs, ou d'aller à l'école. Mais je souffrais de la séparation de cette mère à chaque visite, et je souffrais de l'attente interminable, et je souffrais de ne pas comprendre ce que je faisais là, la sensation d'être seul au monde, de ne pas avoir de perspective, ou de ne pas pouvoir communiquer, de ne pas savoir ce que ça signifiait, l'amour finalement. Je souffrais aussi de manque de contact physique. J'étais jamais embrassé, on ne me touchait pas en fait. J'étais jamais touché, j'étais jamais câliné. C'est quand même étonnant de... La famille dans laquelle vous étiez placé provisoirement, disons, n'avait pas le droit d'établir une relation trop intense, une relation d'amour avec vous? Parce qu'elle n'allait pas vous adopter? Ou c'est juste que le feeling ne passait pas? Vous savez pas? Je sais pas si elle n'avait pas le droit ou si elle ne se l'accordait pas, mais en tout cas... Moi, je n'ai aucun souvenir de câlin ou quoi que ce soit, au contraire, plutôt de la rudesse ou de la violence même. Une violence physique ou une froideur. La violence de la famille d'accueil. De la famille d'accueil, oui. Est-ce qu'ils accueillaient d'autres enfants que vous? Non. Il semble qu'il y ait eu à un certain moment un grand garçon qui était beaucoup plus âgé que moi, et qui a eu la bonne idée de m'asseoir dans une brouette, et qu'on appelait une barouette au Québec, et il me poussait dans la cour derrière, et il y avait un trou, si bien que j'ai été éjecté de la barouette et je me suis cassé le bras. Effectivement, quand je suis arrivé en France, sur les photos, on me voit avec le bras dans le plâtre. Voilà. Donc on peut se souvenir de notre petite enfance avant 3 ans. C'est étonnant de se dire qu'on confie des enfants à des familles d'accueil qui ne sont pas finalement bien traitantes. On parle de maltraitance, on peut parler de bien-traitance. Vous en avez éprouvé une certaine colère, ou la colère est venue plus tard? Non, j'ai pas éprouvé de colère ou de sentiments. Mes sentiments étaient plutôt neutres. Quand vous dites des sentiments neutres, on peut parler de sidération, c'est-à-dire d'idée de vivre des choses difficiles, des souffrances, mais avec une certaine distance? Oui, c'est possible. Étant tout petit, en effet, j'avais pas l'impression de faire partie du monde. Je regardais le monde comme un spectateur regarde une pièce de théâtre. Mais moi, je faisais pas partie du monde, puisqu'on me parlait très peu.
on avait très peu de contact physique avec moi. J'interagissais très peu avec le monde. J'avais pas d'amis, j'avais pas de parents, j'avais même pas un doudou. Quand ma mère adoptive est venue me chercher, elle a été sidérée de voir que j'avais pas une voiture, pas un doudou, pas un nounours, enfin rien du tout, quoi. Ce qui est quand même étonnant, c'est difficile à imaginer. C'est très difficile à imaginer qu'on vous ait fait subir ça et en même temps, avec le recul, on peut dire que ça a été pour vous, peut-être, les bases de la méditation, d'être confronté si jeune au vide, au détachement. Paradoxalement, oui, c'est vrai. J'avais déjà l'impression, tout petit, finalement, d'être bien dans ma solitude, dans l'attente quand même. Mais j'étais seul, je passais beaucoup de temps seul, assis sur une chaise. Je me préparais déjà à ma carrière de méditant, finalement. Et même si je souffrais de cette solitude, ça m'a permis quand même comme de développer une vie intérieure, finalement. À partir de pas grand-chose, puisque j'avais pas d'expérience de vie. J'avais pas d'expérience affective, je savais pas ce que c'était l'amitié, l'amour. Je l'ai découvert après, grâce à ma famille adoptive. Aujourd'hui, ça vous aide en tant que thérapeute et enseignant en méditation d'avoir éprouvé ce sentiment d'abandon. J'imagine que c'est un sentiment que beaucoup de vos patients, patientes, je ne sais pas comment on dit, éprouvent aussi. Oui, c'est vrai, oui. Il m'est arrivé d'accompagner des personnes adoptées ou qui souffraient de sentiments d'abandon. Et c'est vrai que ça facilite les choses. Quand on a soi-même connu cette souffrance, ça facilite la compréhension de l'autre. Mais ça facilite malheureusement, mais... Malheureusement ou heureusement, enfin j'ai tendance à dire heureusement, mais on peut aussi être thérapeute sans avoir connu les souffrances de l'autre. L'abandon, là, on en a parlé au sens premier, mais le sentiment d'abandon, il peut être vécu justement par des gens qui n'ont pas été abandonnés à proprement parler. Oui, bien sûr, oui. De nombreuses situations peuvent générer ce douloureux sentiment d'abandon. Par exemple, la perte de notre père ou de notre mère, la perte d'un enfant, la perte de notre emploi, le suicide d'un membre de la famille. Voilà, il y a de nombreuses situations dans lesquelles on va ressentir cette douleur de l'abandon. Le point commun entre toutes ces situations, c'est la perturbation mentale qu'on appelle attachement. L'attachement, c'est comme une addiction. On l'appelle perturbation mentale parce qu'elle cause de la douleur. On a l'impression qu'elle nous réconforte, mais en réalité, l'attachement, c'est tout le contraire de l'amour. On peut très bien aimer avec un peu moins d'attachement. Et dans ce cas, si, par exemple, comme c'est mon cas en ce moment, si notre enfant grandit et qu'il part, il déménage pour occuper son propre appartement, parfois il peut partir dans un autre pays, eh bien, si on aime vraiment notre enfant, on en sera heureux. Si on est très attaché à notre enfant, eh bien, on lui attribue le pouvoir de nous rendre heureux au quotidien à la maison, alors on va ressentir comme un déchirement. Et on traite ce sentiment finalement d'abandon de la même manière dans le bouddhisme. Oui, le sentiment d'abandon provient de l'autopréoccupation, c'est-à-dire la préoccupation de soi, et de l'attachement. Alors bien sûr, on ne sera pas parfait, mais on peut imaginer que dans notre esprit, il y a une sorte de curseur. À une extrémité de ce curseur, il y a de l'amour pur, qu'on connaît très peu, ma foi, et à l'autre extrémité, il y a de l'attachement pur, donc de l'addiction, de la dépendance affective. Et avec la pratique méditative, on va développer une souplesse d'esprit qui nous permettra de faire glisser ce curseur vers davantage d'amour, donc davantage de bonheur partagé, moins d'attachement, moins de déchirement, moins de dépendance affective. Mais on ne cherche pas non plus à complètement effacer les émotions et les perturbations mentales. Non, si. non. On fait avec les émotions, on apprend à accueillir les émotions,
à vivre avec. Simplement, on essaie de développer les émotions qui nous rendent heureux et de diminuer les émotions qui nous rendent malheureux. Si je suis très préoccupé par être reconnu par les autres, être accepté par les autres, être apprécié par les autres, être aimé, faire partie d'un groupe, si je suis très préoccupé par moi-même, puisqu'il s'agit bien là d'être préoccupé par soi-même, alors ça génère de la souffrance. C'est associé à l'égoïsme, finalement. L'égoïsme, le culte de l'ego, le culte de soi-même. Suis-je aimé, suis-je accepté, suis-je reconnu? Est-ce qu'on va me donner une place dans le monde? Ce seraient des questions qu'il faudrait abandonner, selon le bouddhisme. Travailler, on a besoin de les travailler jusqu'à ce que notre monde émotionnel soit complètement apaisé avec cette question. Et que ça devienne un non-problème. Voilà. On a 3 ans et demi, si on refait ce bond en arrière, Ouais. comment était votre état d'esprit? Il y avait de la douleur, il y avait De l'agitation, de la préoccupation justement? Il y avait de la préoccupation, de la souffrance, de la solitude, du manque d'amour, du manque de lien, du manque de sens. Quel sens avait la vie d'un petit garçon assis là? Juste d'être sage et d'obéir, d'être discret, de se taire. C'est le seul sens qu'avait ma vie à l'époque. J'avais pas l'occasion de l'exprimer. Est-ce que vous vous racontiez des histoires pour échapper à la vôtre, à la réalité? Alors, avant 3 ans et demi, non. Mais après, oui. C'est vrai qu'en grandissant, j'ai développé Imaginaire? tout un imaginaire. Voilà. Ouais. Et donc, parmi mes activités principales, il y avait simplement de m'asseoir sur un rocher devant la mer, de regarder la mer, de regarder l'horizon, et puis d'imaginer ce qu'il y avait au-delà de l'horizon, d'imaginer des histoires de pirates, de navigateurs, ou simplement de m'isoler dans le grenier de mes parents adoptifs. Donc après 3 ans? Voilà, après 3 ans et demi, oui. Et puis de m'isoler là au milieu des filets, des voiles de bateau, etc. Puisque j'ai grandi sur une petite presqu'île en Bretagne qui s'appelle Gavre, à l'entrée de la rade de l'Orient. Et donc j'étais là dans ce grenier et j'avais tout un monde imaginaire. Donc je recherchais la solitude que j'avais connue dans ma petite enfance. Tout petit, j'écrivais des petits romans, des petites histoires. Voilà, je les entretenais, mes souvenirs. Je les dessinais même. Je dessinais les lieux où j'avais vécu, les situations. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure des bras de votre mère adoptive qui ressemblait à votre mère naturelle, que vous avez même pris pour elle. Oui. Vous avez encore l'émotion de cette rencontre, de ces bras qui s'ouvrent, de vous dire ça y est, je suis adoptée, ça y est, peut-être je suis sauvée. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment? Ça s'est pas posé en ces termes, mais effectivement, je ne me suis pas rendu compte. Ouais. Simplement, pour ma mère adoptive, ça a été très émouvant, puisque je l'ai embrassée en l'appelant maman tout de suite. Tout de suite, ça a été ma mère. Mais en même temps, paradoxalement, moi, je pouvais l'embrasser, mais elle ne pouvait pas m'embrasser. C'est-à-dire que dès que elle ou un autre adulte m'approchait, j'avais fait un mouvement de recul et je me protégeais en croisant les bras devant mon visage. Et même un peu plus tard à l'école, quand on s'approchait de moi, quand la maîtresse s'approchait de moi, j'avais un mouvement de recul et je mettais les bras devant le visage pour me protéger, en fait. Vous aviez peur des humains, en fait? J'avais peur des humains, des adultes surtout. Oui, j'avais peur des humains, oui, finalement. Ouais. Vous aviez été battu par les membres de votre famille d'accueil? Il semble que oui. Il semble qu'étant tout petit, j'ai parlé de ça à ma mère adoptive, oui. Y compris de choses très dures comme des simulations de noyade, des choses comme ça. Donc j'ai probablement vécu des choses physiquement violentes
avant l'âge de 3 ans et demi. Qui explique ce mouvement de recul, certainement. Oui. Vous avez fini par avoir des relations plus charnelles, plus douces avec votre maman adoptive? Oui, mais tout au long de mon enfance, il fallait qu'elle m'attrape pour me câliner. Il y avait une sorte de jeu comme ça entre nous. Elle m'attrapait, elle me faisait un câlin, je résistais. Elle me disait « mais tu es raide comme un poteau ». Effectivement, je me sentais très raide. Et puis, elle me câlinait tellement fort qu'au bout d'un moment, quelque chose lâchait un peu. Et donc c'est vraiment la puissance de son amour qui m'a fait découvrir ce qu'était l'amour. Beaucoup plus tard, quand j'ai eu 19 ans, ma grand-mère maternelle est décédée et ma mère est venue chercher du réconfort dans mes bras. Et là, quelque chose d'autre a lâché. Un autre mécanisme de défense a lâché. Et là, il y a vraiment une tendresse qui s'est ouverte, qui s'est étendue. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu aimer ma mère différemment, plus entièrement. Parce qu'elle s'est mise dans la position de l'enfant, de l'être à aimer, de l'être plus fragile, et que vous vous êtes rendu compte qu'on pouvait vous donner de l'amour, mais que vous aussi, vous pouviez en donner. Oui. Vous voyez comme ça a été un très long et laborieux apprentissage, d'apprendre à aimer finalement. C'est en grande partie au départ avec nos parents, avec nos proches qu'on apprend à aimer. On peut par la suite apprendre à aimer différemment, mais quand même, la genèse de notre vie est importante dans notre construction. C'est d'autant plus difficile d'apprendre à aimer quand il y a eu de la violence, on en parlera dans le prochain épisode de la série, quand il y a eu de la colère, et il y a eu tout ça, même dans cette famille adoptive, même avec votre mère adoptive très aimante, il y a eu ces passages-là. Oui, j'ai certainement été un enfant très difficile. Vous dites ça en rigolant, mais c'est vrai? Oui. Ah oui, j'étais un enfant difficile. On a du mal à l'imaginer quand on vous voit là, aujourd'hui. Ouais. Non, mais j'ai été vraiment perturbé. J'ai développé beaucoup de colère, beaucoup de frustration. J'étais perdu, vraiment. J'ai été un enfant et un adolescent, et un jeune adulte complètement perdu. Ouais. Quand vous étiez petit, vous aviez déjà une attache spirituelle? Vos parents étaient... Mes parents avaient une culture catholique, mais n'avaient pas de croyance ni de pratique catholique. Par contre, la société d'adoption imposait que l'enfant adopté soit élevé dans la foi catholique. Si bien que, même si eux n'étaient pas pratiquants, ils m'ont envoyé au catéchisme et à la messe, si bien que plus tard j'ai été enfant de chœur, etc. Donc j'ai eu une... Vous avez été enfant de chœur à quel âge? Entre l'âge de 9 ans et l'âge de 14 ans à peu près. Un terrible enfant de chœur? À certains moments, peut-être, mais j'essayais de faire de mon mieux, j'ai l'impression. C'était pas si mal, je pense. On en parle dans le prochain épisode, David? Oui. En attendant, vous allez nous proposer une pratique, comme à la fin de chaque épisode de cette série. Cette pratique s'appelle « Se laisser aimer ». Alors, j'aimerais que vous le disiez, vous, parce que vous dites le mot « aimer » avec un charme fou et une façon toute particulière qui est vraiment la vôtre. Comment vous dites, David? Se laisser aimer, se sentir aimé, ça signifie une profonde détente. Ça signifie abandonner tous ces mécanismes de défense, abandonner son autopréoccupation. Comme dans les bras d'une mère en qui on peut avoir confiance. Voilà. Exactement, il s'agit vraiment d'un amour inconditionnel. Il s'agit de s'autoriser à recevoir cet amour inconditionnel. Donc il s'agit d'un amour extraordinaire, que certains d'entre nous connaissent très peu finalement. C'est quoi l'amour inconditionnel? L'amour d'un conjoint, l'amour d'un enfant, on en doute parfois. Progressivement, au fil des méditations qu'on va répéter jour après jour, on va essayer de se sentir totalement aimé,
tel qu'on est, sans aucune condition. Même quand on ne l'est pas dans la réalité. Même quand on ne l'est pas dans la réalité. Voilà. C'est-à-dire de générer un amour inconditionnel envers nous-mêmes. De le recevoir. Ouais. De le recevoir d'où? De qui? On n'a pas besoin de se poser la question, forcément. Alors bien entendu, si on a déjà une spiritualité chrétienne, ou bouddhiste par exemple, ou autre, alors on peut se laisser aimer par le Christ, se laisser aimer par Bouddha, ou se laisser aimer par notre ange gardien. C'est merveilleux. Mais si on n'a pas ce genre de spiritualité, on peut simplement recevoir tout l'amour de l'univers. Et on peut même le visualiser sous forme d'un soleil, par exemple. C'est ce qu'on va faire dans la pratique que vous allez nous proposer. Voilà. Merci David. Merci à vous. En lien avec cette série de podcasts intitulée Juste assis devant la mer, et dans le cadre du premier épisode, L'enfant abandonné, eh bien je vous propose une petite pratique méditative intitulée Juste se laisser aimer. Et pour cela, je vous propose de vous asseoir dans une posture confortable, le dos bien droit et sans tension. Les pieds bien à plat sur le sol. Pour commencer, vous pouvez simplement apprécier ce moment tranquille pour prendre soin de vous-même. Vous pouvez commencer à ressentir votre corps et à vous installer dans l'instant présent. Commencez par ressentir vos pieds en contact avec le sol. Puis laissez vos jambes se détendre. Puis amusez-vous à ressentir vos mains. Laissez vos bras, vos épaules, vos omoplates se détendre. Ainsi que le ventre, lâchez-le complètement. Vous pouvez alors laisser le souffle s'approfondir, se libérer, ralentir peut-être un peu. Vous pouvez alors poser votre attention sur le va-et-vient de l'air juste à l'entrée des narines. Puis, dans l'espace devant vous, visualisez un vaste ciel bleu et un beau soleil d'été rayonnant. Très beau. Ce soleil offre son rayonnement et sa chaleur à tous les êtres sans exception. Imaginez qu'il offre à tous les êtres sur Terre un amour inconditionnel, chaleureux. Et ce soleil magnifique vous offre des flots de lumière et de nectar, d'amour, qui pénètrent par le sommet de votre tête et vous remplissent d'un amour inconditionnel.
ressentez votre corps tout entier rempli d'amour. Vous pouvez lâcher toutes les résistances et laisser chacune des cellules de votre corps se remplir d'un amour inconditionnel et lumineux. Juste se laisser aimer et y prendre plaisir. Nous pouvons alors à notre tour offrir tout cet amour aux personnes de notre entourage sous forme de rayons de lumière. Et nous pouvons même étendre cet amour inconditionnel à tous les êtres partout sur la terre. Puissent tous les êtres être heureux. Nous remplissons tout l'espace d'un amour souriant et lumineux. Tout doucement, nous pouvons relâcher notre attention. Et tranquillement, à notre rythme, nous pouvons sortir de méditation.